Sunday Night Production. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, où aujourd'hui je me trouve dans la région Clermont-Ferrand, puisque c'est une capsule dans l'atelier, et bien JP a la gentillesse de nous recevoir dans son atelier. Bonjour JP. Salut Arnaud, bonjour à tous et bienvenue à l'atelier, puisque on a dit que cette année on enregistrait tout ici, directement au cœur de la chaîne des puits, dans les Combrailles presque, voilà, donc on est paré, installé au milieu des vélos et des outils. C'est parfait, merci en tout cas pour l'accueil. Alors aujourd'hui va être un épisode consacré à l'écoute de son vélo. Est-ce que vous écoutez, est-ce que vous parlez à votre vélo? Parfois ça peut arriver, mais est-ce que vous écoutez aussi votre vélo? Et comment reconnaître les signes pour une mécanique en pleine forme? Alors c'est vrai que quel est l'objectif de cet épisode? C'est de vous aider à mieux détecter, à mieux reconnaître les signes indiquant que le vélo nécessiterait éventuellement une attention particulière, la perception auditive dans le diagnostic des problèmes mécaniques. L'objectif effectivement étant de mieux diagnostiquer, de mieux comprendre et d'écouter les signaux que peut vous envoyer votre vélo. Est-ce que tu parles à ton vélo, JP? Je parle pas beaucoup au vélo, mais par contre l'auditif c'est important pour moi. C'est marrant que tu aies sélectionné ce sujet. On fait un podcast ASMR aujourd'hui, t'as vu, c'est la mode. Moi je fais de l'hyperacousie, je suis très sensible, donc le bruit finalement c'est mon signal numéro 1 pour détecter quelque chose qui va pas bien. Que ce soit dans les vélos ou le reste, je t'assure, c'est le reste de la famille te dirait c'est un peu flippant, mais je peux te dire tiens, la voiture va bientôt tomber en panne ou le lave-linge, il est mort avant que ça n'arrive, parce qu'il y a quelque chose qui change dans la fréquence, etc. Bon, c'est peut-être aussi le côté musicien qui exacerbe ça, mais pour moi très clairement le critère auditif est important, et je sais ici quand on fait les quelques cours de mécanique, on règle l'alignement du dérailleur à l'oreille. Ah non, c'est intéressant, ça, c'est très intéressant. Et alors, est-ce qu'il y a des signaux à l'inverse, parce que là on va se concentrer effectivement sur les signaux, sur les bruits, sur la partie auditive qui serait un signal d'alarme précurseur, mais à l'inverse, est-ce que parfois des bruits peuvent être rassurants ou normaux sur le vélo? Ou est-ce qu'un bruit systématiquement signifie systématiquement une alerte? Alors un bruit signifie quelque chose, mais pas forcément tout le temps une alerte. On a un système mécanique produit des bruits parce qu'il y a des frottements, parce qu'il y a des contacts, mais c'est la typologie du bruit ou sa modification dans le temps qui va nous donner un renseignement particulier. Après, on peut pas demander à un vélo d'être complètement silencieux, 100% silencieux, c'est impossible. Il y a de l'énergie en jeu, et on le dit assez souvent, tu sais, sur le sujet des pneus et de la performance, que le bruit, c'est de l'énergie qui se dissipe, comme la vibration. Donc, je veux dire, aujourd'hui, une transmission par chaîne émet un bruit, puisqu'il y a du frottement. Le roulement des pneus sur la route émet un bruit. Donc, 100% silencieux, ça n'existe pas. Un bruit rassurant, c'est quand on a un bruit qui est assez constant dans le temps, en fait, qu'il n'y a rien qui varie. Si la transmission change le bruit qu'elle fait quand on vient de la régler, quand on vient de la lubrifier, voilà, c'est une alerte qu'il y a quelque chose qui est modifié, mais bruit rassurant, non. Voilà. Bon, voilà, c'était l'introduction. Alors on va se concentrer effectivement sur différentes typologies de bruit, que ce soit la transmission justement, le changement de vitesse, le fameux dérailleur, les postes de freinage, aujourd'hui, parce que je sais qu'à titre personnel et de mon expérience personnelle, le passage sur le disque a été très mal vécu. Je me souviens même avoir annulé des sorties, ou avoir fait 100 mètres revenir en me disant c'est pas possible. Voilà, le disque, ça fait trop de bruit, ça frotte, en tout cas, ça posait vraiment problème. Et puis on parlera également aussi le bruit qui peut être également une fuite, au niveau de différents liquides, et puis parfois aussi les bruits annexes qui peuvent être des points d'alerte d'entretien, pas forcément de graves problèmes, mais d'entretien notamment. Alors commençons par la transmission, donc l'explication des différents bruits de la transmission, grincement, cliquetis, craquement et leurs causes possibles. Quelles sont les différentes méthodes JP pour localiser l'origine? Déjà, voilà, ça peut être l'introduction également, mais quelles sont les méthodes pour localiser l'origine d'un bruit? Parce que parfois sur le vélo,
On entend un bruit, on pense que ça vient d'un endroit du cadre, et en fait, pas du tout. On va parler de méthode. Alors, tu me permets un clin d'œil, tu as dit typologie de bruit, on va dire type de bruit, parce que tu sais qu'on a un follower YouTube qui nous fait des remarques, voilà, et donc j'ai promis qu'on corrigerait, donc c'est des types de bruit et pas des typologies. Alors, autant pour moi, nous allons parler des types de bruit. Comme ça, on peut pas dire qu'on prend pas en compte les commentaires, hein, voilà, donc les bruits de transmission, donc en fait, chaque endroit où il y a un mouvement mécanique ou une sollicitation est potentiellement émetteur de bruit. La transmission. Les liens entre le cycliste et la roue arrière, parce que c'est ça qu'on va appeler la transmission, donc l'origine du mouvement, l'origine de l'énergie et l'endroit où elle va s'échapper dans la route pour nous faire avancer. Le premier point de contact, ça va être les pédales. D'accord ? Ensuite, les pédales vont transmettre le mouvement aux manivelles qui, elles, sont constitutrices du pédalier et donc du boîtier de pédalier. Donc là, on a un premier endroit. Ce mouvement va être transmis à la roue arrière par la chaîne. La chaîne, elle est en contact à deux endroits, côté pédalier et côté cassette. Donc, en fonction du nombre de plateaux, voilà, on peut avoir des choses différentes. Et puis, les cassettes, il y a 11, 12, 13 aujourd'hui pignons. Voilà. On a ensuite l'axe de roue arrière. Et puis finalement, la roue en elle-même et le pneu, qu'on va ôter de la partie transmission pour se concentrer vraiment sur les bruits purement mécaniques. Si on reste sur la partie avant, c'est déjà un premier point, c'est que souvent les gens se plaignent d'un craquement. D'ailleurs, tu me l'as dit ce matin, tu me parlais que tu pensais avoir un craquement de pédalier et que ça venait d'ailleurs, on en reparlera, mais souvent voilà, les gens disent ah ça craque. Et puis ça a été vraiment une espèce d'épidémie quand il y a beaucoup de fabricants de vélos se sont mis à faire des boîtiers press-fit notamment, et les ajustements étant ce qu'ils sont et les contraintes étant ce qu'elles sont, on finissait par avoir des craquements puisque le boîtier lui-même et la cage du roulement se déplaçaient à l'intérieur du cadre et ça émettait des craquements. Il y a plein de moments où les gens ont une pédale qui pose problème et pensent que c'est le boîtier de pédalier. Donc cet exemple-là, c'est pour dire que quand on veut trouver l'origine, on essaye d'isoler. Si je pense que j'ai un bruit de pédalier, si je change les pédales et que le bruit continue, effectivement, je peux me dire que soit j'ai que des paires de pédales foireuses, soit j'ai un problème dans le pédalier. Donc le pédalier, en fonction du type de pédalier, est-ce qu'on a un pédalier axe carré, est-ce qu'on a un pédalier plus conventionnel avec les roulements externes maintenant, et puis une manivelle solidaire de l'axe et une deuxième manivelle qui vient se fixer. Donc tout ça, c'est autant de points où on peut aller chercher un problème. Si on a deux manivelles qui sont sur un boîtier axe carré, le grincement peut venir d'une manivelle sur un côté de l'axe, de l'autre manivelle sur un côté de l'axe. Finalement, c'est assez rarement, sauf dans les boîtiers press-fit, vraiment le boîtier de pédalier lui-même, en tout cas si ça craque. Si c'est le boîtier de pédalier, ça peut être vraiment les roulements qui sont détériorés, on l'entend même en tournant à la main sans être sur le vélo, on sent cette résistance et ce... Voilà. Sur le côté avant, pédales et pédalier, donc les pédales, ça peut être les roulements de pédales, quelque chose qui est toujours sous-estimé. Ouais, très peu de gens font l'entretien. Voilà, donc la plupart des pédales moyennes et haut de gamme se démontent, on peut ouvrir. Les entrées de gamme, moyenne gamme, on a souvent plutôt des paliers que des roulements. Qu'est-ce qu'un palier ? En fait, c'est à la forme d'un roulement aussi, c'est annulaire, pareil, sauf que c'est un matériau plein, souvent du laiton. Okay, et on va jouer sur un frottement métal lubrifié avec de la graisse, mais on n'a pas un roulement à billes à proprement parler. Donc ça arrive, ça s'entretient aussi, ça se démonte, ça se regraisse, voilà. C'est souvent des contaminants qui vont là-dedans si on roule beaucoup l'hiver, etc. C'est la même chose pour les roulements. Donc ça, il faut pas hésiter, démonter ses pédales en fonction des marques. Elles sont plus ou moins faciles à démonter, il y a des marques où il faut un outil spécifique de la marque pour pouvoir accéder au roulement, etc. Mais si votre pédale grince, elle n'est pas forcément fichue. De la même manière que tout ce qu'on dit sur l'entretien, plus c'est régulier, plus vous avez de chances de pouvoir conserver votre matériel longtemps. Et si vous avez un grincement, il faut l'attaquer dès le départ. Voilà. Donc les pédales, ça peut être le point numéro 1. Attention, deux choses, la pédale en elle-même, c'est-à-dire la pédale sur son axe de pédale, mais également le pas de vis de la pédale dans le pédalier. Si vous n'avez pas graissé, vous pouvez avoir ici un craquement, et alors surtout, si vous n'avez pas graissé, vous risquez d'avoir toutes les peines du monde à enlever la pédale. Alors justement, j'ai une anecdote sur ça, effectivement, où un jour sur un vélo, j'ai voulu changer mes pédales, impossible.
Et oui, La pédale gauche n'a jamais pu sortir, je n'ai jamais pu la desserrer. Non, il m'est déjà arrivé ici de remplacer un pédalier parce que les pédales étaient soudées. Voilà, donc c'est important. Il faut jamais oublier aussi qu'on a des vélos qui utilisent des matériaux ou des couples de matériaux qui parfois peuvent créer de la corrosion galvanique, voilà, réaction acier-aluminium, etc. Donc la graisse, c'est un élément, alors de la graisse ou alors ce qu'on appelle en anglais anti-seizure product, c'est des petites pattes qui viennent faire les jonctions, qui sont pas de la graisse à proprement parler, puisque la graisse, surtout maintenant tu parlais des freins à disque, mais on va y arriver, mais la graisse, il faut toujours faire attention que ça ne puisse pas contaminer quand on a des vitesses de rotation importantes et des projections potentielles. Mais bon voilà, sur la pédale en elle-même, c'est-à-dire son dispositif de giration sur son axe, donc roulement au palier, et puis sa jonction au pédalier, c'est-à-dire donc le pas de vis qui rentre dans la manivelle. Après on arrive à la jonction des manivelles avec l'axe de rotation du pédalier. Donc maintenant, on va dire que sur la plupart des vélos du marché, on a des pédaliers qui sont en deux parties. Une manivelle côté droite ou gauche qui est solidaire de l'axe, et puis l'autre manivelle qui vient se mettre en bout avec divers systèmes de fixation. En fonction des marques, c'est la manivelle de gauche ou la manivelle de droite qui est solidaire de l'axe. Shimano, SRAM, c'est pas la même chose. Ça, c'est ce qu'on a le plus communément. On a aussi des gens comme chez Rotor qui vont faire un axe qui vient se lier à chacune des manivelles. Bon, tout ça, c'est des points à vérifier, toujours encore une fois, sur les assemblages et les respects de couple. Sincèrement, on a rarement des craquements à ces endroits-là. Si c'est bien monté dès le début, ça résiste autant globalement. Alors, rarement, c'est-à-dire que est-ce que ça nécessite, quand tu dis entretien, donc on peut pas, est-ce que sur ces axes on peut démonter et accéder au roulement, ou est-ce que tu changes la totalité de... Non, alors quand tu enlèves ton pédalier, les roulements sont sur le boîtier de pédalier, voilà. D'accord. Sur les manivelles en elles-mêmes, le pédalier, il n'y a pas de roulement, il n'y a que ces jonctions-là qui sont des jonctions mécaniques, cannelées ou filetées, voilà. Une fois que ça s'est assemblé avec soit une graisse, soit un produit d'assemblage, et que c'est serré au bon couple, en général, on n'a pas de problématique là. Donc le prochain point qui peut émettre du bruit, ce sont les roulements du boîtier de pédalier. Alors les roulements du boîtier de pédalier ou les craquements dont on parlait tout à l'heure, du boîtier qui va bouger dans son emplacement sur le vélo. Donc ça, c'est plutôt tout ce qui n'est pas boîtier vissé, donc tout ce qui est boîtier pressé ou press-fit. Il y a plus de standards que je n'ai de doigts, d'accord, mais voilà, ces boîtiers press-fit, il suffit qu'en fait la pré-contrainte des roulements, c'est-à-dire le serrage du pédalier lui-même sur son boîtier de pédalier, ait un peu de jeu, et on commence à avoir peut-être un mouvement latéral qui fait que les roulements vont pas travailler comme ils sont prévus pour être sollicités. Du mouvement que tu me décris là, on peut le voir sur la vidéo peut-être, mais à l'audio vous n'allez pas le voir forcément, mais un mouvement axial. On a déjà vu des coureurs se retrouver avec l'axe de pédalier au bout de la... complètement désolidarisé. Voilà. Donc c'est tous ces mouvements, en fait, c'est les jeux qui finissent par recréer des jeux. Les jeux entraînent du jeu, d'accord. Donc vous pouvez avoir un roulement qui est détérioré parce que la force, l'effort qu'il a reçu est plus celui pour lequel il a été prévu, donc il ne travaille pas dans ces conditions et donc il se détériore. Mais la grande majorité du temps, ce que vous avez comme problème au niveau des roulements de boîtier de pédalier, c'est une contamination répétée, un défaut d'entretien, et les roulements sont attaqués par la corrosion, ou les contaminants vont à l'intérieur user les billes, les déformer, voilà, et vous avez un craquement, vous savez, c'est comme si on avait du sable dans les dents, ça ressemble un petit peu à ça. Donc ça, aujourd'hui sur le marché, il y a des roulements qu'on peut entretenir, en tout cas qui sont prévus pour être entretenus, c'est-à-dire qu'on va pouvoir enlever ce qu'on appelle les flasques des roulements, d'accord, donc c'est ce qui donne accès aux billes, d'accord. Il y a des roulements qui sont prévus pour être maintenables, donc on peut les ouvrir, les dégraisser, les sécher et les regraisser et les refermer. En règle générale, on considère qu'on remplace le joint et le flasque quand on referme par des neufs, mais il y a plein de marques dont la qualité permet de réutiliser ce qu'on a enlevé. Et puis il y a des roulements qui ne sont pas maintenables, c'est des roulements scellés. Alors certains vont aller quand même réussir à ouvrir ces roulements et à les entretenir, mais ils sont pas faits pour, donc vous allez pouvoir le faire une fois et prolonger éventuellement la durée de vie de votre boîtier de pédalier. Mais voilà, pour être vraiment complètement sincère, quand vous entendez un bruit important, c'est que c'est déjà trop tard. C'est trop tard, ouais. D'accord. Donc là, il faut vraiment être hyper concentré, parce que quand on a un bruit qui vient justement du boîtier de pédalier, il
il est plus à l'effort, c'est-à-dire que est-ce que c'est coup de pédale avec coup de pédale? Généralement, c'est quand on appuie, parce qu'on rares sont ceux qui écoutent qui pédalent vraiment rond, hein, comme on dit. On a toujours un appui quand la jambe descend. Donc on va mettre maximum de puissance, et c'est là où généralement où ça craque. Et alors quand ça craque, c'est souvent pas le roulement. C'est soit que vous avez le boîtier de pédalier qui bouge dans son logement, soit que vous avez un problème d'axe de pédale. D'accord, mais le roulement du boîtier de pédalier, vous le faites à l'arrêt sur votre pied d'atelier. Si vous le tournez, vous allez sentir si ça gratte à l'avancement ou pas. En roulant, il va pas être perceptible. C'est plus un craquement ou un grincement qui va être perceptible en roulant, et ça, la plupart du temps, ça vient d'un autre problème. Ok, voilà. Intéressant. Ok. Maintenant, on attaque la chaîne. Bon, ma foi, la chaîne, si elle est nettoyée, lubrifiée, comme on l'a répété peut-être des dizaines de fois maintenant, elle fait toujours du bruit. D'accord. Alors le son qu'elle émet va dépendre du type de lubrifiant. Très clairement, si on est en lubrification à la cire, notamment si on a fait une cire chaude, on a la transmission la plus silencieuse possible. Ça dure pas très longtemps dans le temps, mais c'est très silencieux. Si on est avec un lubrifiant à base d'huile, on n'aura pas le silence de la cire, mais on a quelque chose qui est globalement fluide. Après, si on fait des croisements de chaînes, etc., on émet un son différent aussi. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fonction du son de sa transmission propre et réglé, c'est la modification de ce son qui va nous dire il y a quelque chose qui se passe pas bien. L'usure de la chaîne, ça va être quelque chose de difficile à détecter. Je vais essayer aussi de remettre ça dans un cadre de qu'est-ce que les gens peuvent détecter de manière classique et qu'est-ce qui va passer sous le radar parce que la finesse de détection n'est pas assez importante. Parce que l'usure de la chaîne, tu vas très souvent la détecter à l'accroche des pignons arrière qui ne se fait pas, ou une chaîne qui tient plus, qui saute. C'est ça, mais ça peut être la chaîne ou ça peut être tes pignons aussi. Alors, les gens roulent peut-être un peu moins qu'avant ou finalement gardent moins longtemps leur matériel, donc maintenant il y a probablement moins de gens qui nous écoutent qui ont déjà eu à remplacer un plateau ou deux plateaux ou à remplacer une cassette. Enfin, personnellement, moi je parle d'expérience. C'est de moins en moins souvent. J'ai rarement quelqu'un qui va me dire il me faut un plateau GRX, le mien est usé. Ça arrive peu. On vient plutôt le changer parce qu'on veut changer la denture, et qu'on veut descendre le rapport ou l'augmenter. Bon, néanmoins ça arrive quand même, mais c'est vachement réduit si on a fait un entretien correct de sa transmission. Plus la transmission est propre, c'est-à-dire chaîne, lubrification, plus les pignons et les plateaux vont durer longtemps. On a des matériaux maintenant qui sont quand même d'extrêmement bonne qualité, donc il faut travailler sur la chaîne et les pignons. Le bruit qu'on peut le plus facilement détecter, qui est révélateur d'un problème, c'est le bruit de la chaîne sur les pignons de la cassette à l'arrière et qui indique que le dérailleur n'est pas réglé efficacement. C'est d'autant plus présent que maintenant on a des cassettes à 11, 12, voire 13 vitesses, et que l'espace entre la chaîne qui est positionnée sur le pignon 5 par exemple, et le pignon 6 et le pignon 4 est très faible, et donc si votre dérailleur n'est pas aligné ou si la patte de dérailleur est légèrement tordue, vous allez entendre la chaîne qui, au-delà de son bruit mécanique sur le bon pignon, le 5 qu'on a sélectionné et sur son plateau, va toucher du côté gauche le pignon 6 ou du côté droit le pignon 4, et ça, c'est une alerte pour dire « Ah, mon réglage de dérailleur est pas bon ». Donc la deuxième alerte, c'est que vos vitesses vont certainement un peu moins bien passer, mais normalement, avant ça, ce petit frottement supplémentaire vous dit « Ah, mon réglage est pas bon ». Et c'est comme ça qu'on règle aussi sur le pied d'atelier finalement, parce que on peut mettre un laser, on peut se dire j'ai l'œil parfait, je regarde que ma chaîne est parfaitement alignée, etc. Voilà, le son est souvent très parlant. On travaille sur un pied d'atelier dans un environnement normalement calme. En faisant tourner tranquillement, on va voir si notre dérailleur est aligné. Si on a un dérailleur mécanique, c'est une question de tension de câble. Si on a un dérailleur électronique, il faut faire les micro-ajustements pour avoir vraiment cet alignement parfait. Avec les dérailleurs électroniques, on peut faire un alignement sur chaque pignon. On peut vraiment indexer la position comme on veut. Avec un dérailleur mécanique, on va en général se rendre compte à peu près à la moitié de la cassette si on est bien aligné ou pas. Voilà, on sait. Après, c'est qu'on a un défaut de patte de dérailleur la plupart du temps. Voilà. Alors justement, sur ces bruits qui viennent de changement de vitesse, aujourd'hui, avec aujourd'hui les dérailleurs électriques, hein, très clairement, est-ce que tout se fait, j'allais dire, assisté par ordinateur? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, tu peux, avec les dérailleurs électriques, tout pré-régler
sur un ordi, je crois, directement avec des applications en tout cas. Ouais, alors les consommateurs utilisent la plupart du temps une application sur leur téléphone. Après, nous ici, on est capable d'utiliser des logiciels sur l'ordinateur pour aller régler certains paramètres. C'est une question d'interface, hein, ça change pas grand-chose, mais on peut aussi, en tout cas pour les réglages de base, c'est-à-dire les ajustements de vitesse, on peut le faire avec les boutons qui sont sur les dérailleurs. Hein. Les micro-ajustements se font avec les boutons sur les dérailleurs. Les applications permettent des mises à jour, des micro-logiciels de chaque composant, que ce soit les manettes, dérailleurs avant, dérailleurs arrière, batterie. Mais est-ce que c'est vraiment utilisé par les... par les cyclistes aujourd'hui, toi, de ton point de vue personnel, quelqu'un qui va acheter le dérailleur dernier cri électrique, SRAM, Shimano ou autre, est-ce qu'il utilise vraiment les interfaces ou est-ce que c'est réglé comme ça au départ En monoplateau, non, très peu. Voilà, sauf pour les mises à jour, mais la plupart du temps, c'est le détaillant qui va faire les mises à jour. En double plateau, à minima, les gens vont essayer... Tu sais, l'automatisation, c'est-à-dire je vais descendre 4 pignons d'un coup, pouf, le dérailleur avant va se mettre en route pour optimiser et passer sur le grand plateau parce qu'il sait que je veux rouler plus vite et que je veux plus de développement. Donc ça, les gens vont essayer. Alors c'est très drôle parce que j'ai une anecdote je te fais un coucou Olivier si tu m'écoutes, mais voilà, j'ai un client qui a un dérailleur 2x12 vitesses chez Shim, et alors à un moment l'application Shimano pour faire tous ses paramétrages a disparu de l'App Store iOS en tout cas, et donc il n'avait pas pu jouer à ça, et puis finalement il a eu l'application est revenue, il a commencé à tout paramétrer et puis s'est rendu compte que l'appli lui a dit ah ouais mais alors là tes leviers sont pas à jour. Tes leviers sont pas à jour, donc si tu veux utiliser ça et ça, il faut que les leviers soient à jour, donc il faut faire l'update des leviers. Mais maintenant, l'update des leviers est pas possible directement depuis l'appli, puisque on est sur un semi-wireless maintenant sur les nouveaux DI2, et donc les leviers sont pas reliés physiquement au centre névralgique qui sont les dérailleurs. Et donc il faut soit l'ordinateur et le câble ici au bureau ou chez lui, mais enfin c'est du matériel qui coûte un peu cher, soit il faut faire un hack avec un câble relié. C'est compliqué, au final c'est compliqué. C'est un peu compliqué, et il m'a dit texto, alors le produit est très bon, hein, le produit il est excellent, enfin ça fonctionne, je ferai ma conclusion après, mais enfin le produit est excellent, il m'a dit j'aurais dû mettre un groupe mécanique finalement. Donc j'ai beaucoup de ça en ce moment. Très sincèrement, alors ça va devenir compliqué parce que le marché va vers de plus en plus électrique, et on va accéder à des entrées de gamme seulement sur du méca, alors des entrées de gamme qui correspondent au haut de gamme d'il y a 5-6 ans. Hein. Sincèrement, aujourd'hui la qualité, même aujourd'hui un 105 mécanique, il n'y a rien à dire, hein, ça fonctionne. Alors on n'a pas le pédalier le plus léger du monde, on n'a peut-être pas le look qu'on souhaiterait, mais ça marche extrêmement bien, c'est super efficace. Sur les GRX, etc., on a ça aussi. SRAM fait vraiment du full électrique maintenant, ça devient un peu plus compliqué pour les gens qui veulent pas aller sur cette voie-là. Maintenant, on est sur des choses qui offrent un confort d'utilisation, le fait de se dire ma transmission va m'aider, elle va changer le plateau, etc. Why not? Est-ce qu'on en a besoin? Moi, je réponds très clairement non, mais ce n'est que mon avis. Est-ce qu'on s'y habitue? C'est un peu comme dans la voiture, on a tellement de trucs aujourd'hui, on pousse le bouton contact, la voiture décide un peu trop à mon goût aussi. Voilà. Bon, c'est l'évolution du marché, c'est les consommateurs qui ont la clé. S'ils en veulent pas, il faut qu'ils manifestent qu'ils en veulent pas, et les marques réagiront, mais c'est aussi, voilà... on est sur la recherche de panne avec le bruit. Ton moteur électrique de dérailleur, si tu peux l'entendre forcer. À un moment, s'il force, c'est que tu as un pignon qui est bloqué, un galet de dérailleur qui est bloqué, une chaîne qui est rouillée, et que le dérailleur, tu vas entendre ce bruit du petit moteur de dérailleur qui peut avoir du mal à pousser. C'est aussi une alerte. Voilà. Sur le son de la transmission, c'est tout ça. Après, évidemment, c'est une transmission, donc le fait que les pignons, les vitesses ne passent pas bien, on le constate aussi. C'est pas que le son, on se dit ah bah là j'ai appuyé une fois puis ça s'est pas fait tout de suite, ou j'ai dû faire 3 rotations de pédalier. Dans l'électrique, il y a aussi encore les gens qui sont à câble, et l'indication peut venir aussi des câbles, justement, tu vois, en tapant une poignée un peu dure, ou un passage de vitesse. Oui. Là, on n'est plus sur le sonore, on est sur effectivement le fait que le levier est plus dur à pousser, ou que il y a faire deux mouvements. Voilà, pour exactement. Passer une vitesse. Ça. Mais ça, c'est quelque chose qui vaut. Un câble haut de gamme, ça vaut 5 ou 6 euros. Une gaine, c'est pareil, ça vaut pas très cher, et c'est quelque chose que les gens oublient de changer. Et moi, j'ai tendance à dire, avec l'utilisation aujourd'hui un peu diverse, c'est-à-dire route, hiver, été, gravel,
un remplacement de câble annuel, câble et gaine, ça coûte rien. Tout à fait. Parce que la gaine et au moins vous êtes. Et au moins, non mais de toute façon, sincèrement, changer un câble sans changer la gaine, je comprends pas. Ouais. Voilà, je sais que certains ateliers font ça, je comprends pas. Voilà, moi je préfère. Alors effectivement, quand on change la gaine, ça veut dire il va falloir refaire la guidoline, etc. Bon, c'est un coût non négligeable, mais c'est vraiment important pour avoir un passage de vitesse fluide et efficace. Voilà. Donc, mais bon, là on n'est plus. Entendre le bruit du câble dans la gaine, c'est quasiment impossible. Hein, mais on sent plus de la résistance. Oui, c'est de la résistance, bien sûr. Ouais, tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu voulais aborder? Là, on a fait la transmission, donc le changement de vitesse. Hein, donc le dérailleur arrière effectivement fait partie de la transmission, mais il y avait aussi ce point qui est souvent sur le dérailleur arrière, parce qu'aujourd'hui on transporte aussi beaucoup son vélo, hein, on prend le train avec son vélo, et parfois le moindre petit choc peut avoir un mouvement qui modifie aussi le réglage du dérailleur, et donc tu le reprends ton vélo et tu constates un nouveau bruit. Donc ça aussi, il faut être vigilant sur ça. Ou on peut également passer sur le frein à disque, si ces deux étapes-là pour toi sont validées. Le frein, ouais. On peut passer sur les bruits de freinage, tu vois, qui sont indicateurs d'entretien ou de mauvais réglage. Oui, alors on pourra parler des roues aussi. Alors, j'ai dit que je donnais une méthode tout à l'heure. Quand vous avez un bruit que vous n'arrivez pas à localiser, changez des paramètres, isolez. Alors, changez les pédales pour voir si c'était les pédales. Si vous avez un bruit et vous avez l'impression que c'est votre roue et que c'est pas la transmission, enlevez la chaîne, tournez la roue à la main. Si les roulements sont morts, vous allez l'entendre. Enfin voilà, isolez, vous arriverez à détecter d'où viennent les problématiques. Après, les freins à disque, mon Dieu, quelle histoire. On peut faire un épisode sur ça. Les bruits de frottement, en fait, c'est surtout ça. C'est-à-dire que... Alors, est-ce que c'est des bruits de frottement, Arnaud? Tiens. Pour moi, c'est du mauvais réglage. Pour toi, c'est un bruit de frottement. Alors, il y a des bruits de frottement. Arnaud fait des bêtises, il casse mon matériel. Excusez-moi. En tout cas, dans mon cas précis, c'était un mauvais réglage de ma part. Ouais, alors le bruit de frottement, encore une fois, c'est toujours intéressant de garder son vélo sur un pied d'atelier pour ces bruits-là, parce qu'on est isolé du bruit de roulement et de la route. Quand on fait un réglage d'étrier, il y a X façons, il y a X préconisations en fonction des fournisseurs, des fabricants de matériel. Là, j'ai des Hope sous les yeux. Hope préconise de régler son étrier sans plaquette. Donc de centrer vraiment son étrier, ensuite de mettre ses plaquettes et de s'assurer que les pistons sortent de manière uniforme, voire de les mater pour qu'ils soient exactement à équidistance du disque. C'est une méthode qui fonctionne assez bien. D'autres vont utiliser des petites... Tu sais, je t'avais donné un petit outil qui se met sur le disque et on vient le glisser entre les plaquettes, ça permet de répartir à peu près, c'est pas infaillible. Non, c'est pas les Zines, c'est une autre marque dont j'ai oublié le nom, mais ça peut fonctionner. Donc ça, c'est un bruit qui souvent va être un bruit cyclique, c'est-à-dire ça frotte pas tout le temps, ou alors c'est que t'es freiné tout le temps, donc voilà. Mais c'est souvent un avec la rotation, parce que les disques sont rarement complètement plans. Ça arrive, mais ils sont rarement complètement plans. Il peut y avoir un léger voile. C'est assez illusoire, les outils pour enlever les voiles sur le disque. Très sincèrement, ça donne pas de très bons résultats. Mais bon, ça c'est souvent que la tolérance. Et voilà, si on a un système hydro qui est tout neuf, des plaquettes toutes neuves, le disque tout neuf, en général, il n'y a pas beaucoup de place pour le petit voile. Ça peut se régler en 10-20 km. Donc ça, c'est un bruit de frottement, en effet. Si un bruit de frottement continue, c'est qu'on a un réglage qui est vraiment pourri, on est en train de freiner tout le temps. Mais tu le vois en faisant tourner ta roue, en fait, tout simplement. Mais ce qui ennuie le plus les gens, je crois, en tout cas le retour que j'ai, c'est les bruits qu'on appelle des bruits de grincement quand on freine. Ah, au freinage, bah oui. Mais ça... Et alors ça, on pense que c'est un frottement et c'est un grincement. Alors, ça va dépendre des matériaux de plaquettes, des plaquettes. Il y a une grosse différence que j'arrive pas à expliquer. Alors non, c'est souvent souvent on a un problème de contamination. D'accord, c'est-à-dire qu'on a touché le disque, on a touché les plaquettes avec du gras, avec de la nourriture, avec un produit de l'atelier, quel qu'il soit, et qui n'est pas des nettoyants freins. Donc décontaminer, ça peut passer par des nettoyants freins, donc c'est les mêmes, moto, vélo, etc. Mais il y a plein de marques qui fonctionnent très bien. Donc ça se vaporise à la fois sur le disque, à la fois sur les plaquettes, why not. Mais si la plaquette, qui est un matériau légèrement poreux, a absorbé vraiment dans son épaisseur quelque chose qui contamine, on est là pour changer de plaquette. Il y a une méthode un peu plus extrême qui est reponcer avec un papier de verre bien à plat sur une table, un peu ces plaquettes, ça peut solutionner. Mais en général, si on est vraiment contaminé, c'est difficile de s'en sortir. C'est vrai que tu arrives à un carrefour. Généralement, en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand il y avait un temps qui était plutôt humide,
c'est là où vraiment ça chante, quoi. Vraiment, tu arrives à un carrefour, c'est un signal sonore, quoi. Alors en fait, ce que tu entends, c'est le disque qui vibre. Et c'est pour ça que souvent les gens parlent de frottement. Et finalement, c'est une vibration. C'est-à-dire que tu as une surface plate avec un bord droit la plupart du temps. Et c'est une grosse différence entre les autres engins où il y a des freins à disque et le vélo. C'est que vous allez regarder une plaquette de moto par exemple, et le bord d'attaque de la plaquette, et le bord de sortie aussi, ils sont chanfreinés. Sur un vélo, on a le bord d'en dessous qui est chanfreiné pour rentrer son disque plus facilement, parce qu'on enlève plus souvent sa roue de vélo que de moto, très clairement. Mais le bord d'attaque de la plaquette et le bord de sortie de la plaquette, ils sont pas chanfreinés. Et en fait, ce contact droit avec votre surface en rotation, elle met le disque en vibration. Donc plus votre disque, ou moins votre disque est rigide, plus il a tendance à chanter, mais s'il chante de toute façon, et la fréquence que vous allez entendre va être plus élevée s'il est rigide et plus basse s'il est souple. Et ça, c'est un problème qu'on n'arrive pas beaucoup à régler. Et quel est le lien avec l'humidité? Parce que c'est généralement quand il pleut, ou tu vas dans un groupe, tu roules en groupe et c'est un peu humide. En fait, on crée un film qui fait que le contact est pas tout le temps le même en fonction de la pression. En plus, tu as tendance à freiner plus doucement quand c'est humide, et en fait, ça libère et ça rend le rotor se met en vibration. En fait, le rotor se met en vibration et il chante. C'est souvent ça. On peut avoir un vrai bruit de frottement parce que la pluie va tendance à agglomérer les contaminants type sable, poussière, etc. Et puis ça va se glisser, ça va faire un film entre les deux, et tu peux aussi avoir ce bruit de frottement. Donc voilà, il peut y avoir ce bruit de frottement, mais c'est souvent de la vibration. Donc on peut faire deux choses. Donc on a la vibration du disque, et des fois c'est la plaquette qui vibre aussi à l'intérieur de l'étrier. Donc vous trouverez plein de techniques, il y a plein de gens qui essayent encore. J'avoue que je parlais de Hope, je les salue aussi il y a quelques mois, mais on était ensemble en Espagne, et on avait un des directeurs techniques de chez Hope qui m'a reconnu parce qu'il a entendu le son des freins Hope de mon vélo qui grinçait quand j'arrivais au café le matin. On a pris le petit déj ensemble et on a discuté de ce sujet-là. Donc il m'a donné des plaquettes que j'ai encore en cours de test d'ailleurs. Avec un matériau différent qui est censé moins vibrer. Je lui ai expliqué que moi j'avais essayé de chanfreiner les bords. Je l'ai fait, j'ai essayé de chanfreiner les bords, j'ai essayé de mettre de la graisse derrière la plaquette, c'est-à-dire entre la plaquette et le piston pour faire tout ça, ça améliore grandement. J'ai d'autres tests en cours sur des freins du marché des deux grandes marques Shimano et SRAM. J'essaye aussi ça. Pour l'instant, j'ai pas encore une réponse 100%, voilà, mais j'essaye de ce chanfreinage des plaquettes, etc., voir si on a une plus grande plage d'utilisation sans le désagrément du bruit. Bon, c'est un désagrément, c'est-à-dire que on a quand même la fonction, ça freine, tous ces systèmes-là, pour moi, c'est quand même un bénéfice aujourd'hui, les freins à disque, mais il y a des gens que ça dérange énormément, après... Il faut bien dissocier ces bruits de frottement intermittent qui sont une question de réglage de l'étrier, de centrage de son étrier. Donc ça, on peut faire quelque chose. Ça, on peut toujours faire quelque chose. Alors, si vous avez plusieurs paires de roues, maintenant, on va dire que sur la route, en tout cas, on est au standard centerlock tout le temps. Sachez aussi, pour les gens qui ont deux paires de roues, des fois qui ont même deux fois les mêmes moyeux et qui se disent change mes roues, il y en a une qui frotte et l'autre qui frotte pas, il y a des tolérances de fabrication, le même moyeu, le même modèle, un coup il peut positionner le disque à plus ou moins 1, 2 ou 3 dixièmes de millimètre. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi j'étais dans une démarche il y a 3-4 ans où j'étais en région parisienne, et donc j'étais très souvent dans les ateliers Mohawks que tu connais bien, où je me suis dit je vais prendre qu'un vélo. Et je vais avoir 2-3 paires de roues en fonction de la discipline dans laquelle je vais me lancer. Et en fait, je veux dire, si on a décidé de travailler ensemble dans l'atelier, c'est que moi, je ne suis pas du tout... voilà. Sinon, j'aurais fait l'épisode tout seul. Ouais, mais tu peux y arriver, c'est quand même, ça met pas très longtemps. Énormément progressé, mais ça se fait pas comme ça, en fait. Non, tu changes pas de roue comme ça et tu repars pas. Ça, c'est je sais que j'ai des gens qui viennent me voir, des fois, ils ont acheté un vélo, ils ont eu 2 paires de roues, on leur a dit, tu changes et tout. Ils me disent, mais ça marche pas. Je dis, mais non, ça marche pas. Moi, quand je vois une deuxième paire de roues, je dis, attention, c'est pas genre au dernier moment, pouf, je mets mes 2 roues. Non, il faut compter 5 à 10 minutes en fonction de ses aptitudes. Pour moi. Ouais, non, 5-10 minutes. Il faut qu'on refasse un training, Arnaud, du coup. Non, mais je blague. Mais en tout cas, c'est pas, effectivement, comme tu l'as dit, tiens, voilà, aujourd'hui,
Ah ouais, non, bah, je vais mettre mes roues je vais prendre mes roues de gravel ou mes roues de route, je change. Il faut avoir 5-10 minutes. Non, et puis alors, pas comme ça. On a aujourd'hui des cales micrométriques qu'on va mettre derrière son disque Centerlock qui vont permettre d'essayer d'avoir le même alignement sur 2 paires de roues. Ça existe, moi j'en ai ici derrière. On peut se dire à l'atelier, je vais régler pile poil pour que sans bouger mon étrier, je mets 2 roues différentes et je suis bon. Maintenant, si on est tout neuf, plaquettes neuves, système hydro bien plein, etc., la marge de manœuvre est relativement faible quand même, donc des fois un serrage de fourche ou un serrage de cadre un peu trop musclé peut changer le positionnement et poser une petite problématique, donc il n'y a pas de 100%, donc ces réglages là, ces petits bruits de frottement, il faut vivre avec et les résoudre avec un beau centrage, c'est le plus important et ça demande un peu de temps pour bien maîtriser ce centrage là. Après les bruits dont on a parlé de vibration des plaquettes et des disques en fonction des conditions météo, en fonction de son état de plaquette ou des contaminants, un bon nettoyage avec du brake cleaner, du nettoyant frein la plupart du temps, et puis éviter quand on manipule de la graisse ou de l'huile, quand on lubrifie sa chaîne. Voilà, faire attention. Voilà, c'est pour ça vous savez les bombes de spray que je commence à détester. Je vais nettoyer ma chaîne. Le disque il est 5 cm derrière. Voilà. Donc attention. Ça c'est pour l'arrière, c'est quelque chose de ultra commun. Intéressant. Et puis, alors je ne l'ai pas forcément mis dans la préparation de l'épisode JP, mais ça me fait penser à la direction. Est-ce qu'on peut détecter un problème? Parce que c'est quand même dramatique quand il y a un acte de direction qui se casse. Là, ça peut être très compliqué pour la suite. Est-ce qu'on peut détecter, est-ce que la direction, avant qu'elle ne rompe, puisse faire un bruit qui te permettrait de dire oula, attention, la direction, alors ça peut peut-être être un jeu, tu vois, dans le freinage, parce que généralement une rupture, malheureusement, j'allais dire, c'est alors si on a des pivots de fourche en acier, ça n'arrive quasiment jamais. Voilà, les épaisseurs de pivot font que c'est rarement mis en défaut. Les pivots de fourche en carbone, c'est beaucoup plus délicat. Malheureusement, ça prévient très rarement. C'est très difficile d'identifier ça. Si toutefois ça devait se manifester, ça serait plutôt un bruit de craquement à l'effort. Donc ça veut dire je vais aller mettre un peu de poids sur l'avant en danseuse ou je vais tirer pour faire un wheeling ou monter un trottoir. J'entends un bruit bizarre. Voilà. Pourquoi ces choses-là arrivent ? Souvent, malheureusement trop souvent, c'est soit un défaut de fabrication, soit un défaut de mise en œuvre, c'est-à-dire quand les gens coupent le pivot de la fourche en carbone, si c'est pas fait de manière très consciencieuse, en fait on peut arracher une fibre, notamment à la fin, quand on arrive à la fin de couper son pivot à l'attaque, ça pose pas de souci. À la fin, on peut arracher une fibre, ça n'a l'air de rien. Si on arrache cette fibre, c'est pas à la fin du monde tout de suite, on peut prendre soin de la recoller. Voilà, avec de la super glue, vérifier qu'il n'y ait pas une amorce, en fait c'est de la fibre. Donc s'il y a une amorce, on peut créer, à force de sollicitation, une fissure avec la fatigue du matériau et à un moment avoir un matériau qui n'a plus la résistance dont il a besoin pour soutenir le cycliste et qui va rompre d'un coup. Il va pas se tordre, c'est pas un métal, c'est du carbone, ça va se casser d'un coup. Donc en fait si on a une fissure, ou si on a trop serré, vous savez, si on met 10 Nm au lieu de 5 dans sa potence et qu'en plus on n'a pas un expandeur qui va descendre sur la haute. Voilà, il y a des gens qui vont avoir par exemple ils prennent un vélo, ils modifient le réglage et puis ils vont mettre par exemple la potence sur le jeu de direction et puis ils vont avoir la fourche qui dépasse au-dessus avec des fois 3 cm de cale et un expandeur court. Et ça veut dire que l'expandeur il est au-dessus de la potence et que la potence elle presse le pivot. Et en général quand on est dans cette situation là, c'est qu'on n'est pas un fin mécanicien, où il y a peu de chance, et donc on va pas avoir une clé dynamométrique, et donc on va serrer sa potence, et alors là on crée aussi des problématiques, mais ça fait pas toujours du bruit malheureusement. Voilà, donc ça c'est plus de la vérification, voilà. Les points qui vont causer peut-être un peu plus de bruit, parce que solliciter avec plus de poids, c'est les tiges de sel dans les cadres par exemple. Voilà, si on parle d'un assemblage aussi qui n'est pas en rotation mais qui peut créer du bruit, vous avez des tiges de sel qui font craquer dans les cadres. Alors justement, ça je voulais venir. Alors déjà dans ce que tu dis, juste une petite parenthèse, mais j'ai eu beaucoup de chance de ne pas m'être tué avec un des vélos que j'avais précédemment quand j'avais fait un Tour de France randonneur. Je passe le bonjour à Jeanlin.
et on s'était retrouvés tous les deux dans un garage dans la région lilloise. Je me rappelle. Acier. Je me rappelle de t'avoir eu au téléphone. L'axe en fait de. C'était un système compliqué encore. Ça va être difficile d'expliquer ça. Compliqué, mais j'ai beaucoup de chance d'être en face de toi. Ah ouais, c'est compliqué. Ça me fait penser à cette anecdote-là. Les directions qui rompent, c'est des accidents souvent impressionnants et malheureusement avec des conséquences généralement pas très sympathiques. Voilà, ouais. mais ça prévient pas beaucoup. Très clairement. Donc, et puis il y a ces bruits, effectivement, on en parlait juste avant d'ouvrir les micros, où tu penses que ça vient d'un endroit et ça vient d'un autre, et notamment, en tout cas, c'est pareil, je parle de mon expérience personnelle, mais c'est généralement, tu sais pas vraiment où ça se situe. Est-ce que c'est vraiment au niveau de la selle, donc du tige de selle, qui a peut-être pas ou mal été graissé, et puis qui au bout d'un moment fait un petit peu de bruit avec tes mouvements quand tu mets un peu de puissance, ou est-ce que ça vient de ton axe de pédalier? Il y a toujours des bruits qui sont... Selle et tige de selle, isolé, on peut changer sa selle, voilà, exactement, on se met en danseuse, on isole. Sur les selles et tiges de selle, faut savoir qu'un cadran carbone, notamment, et plus les tubes sont volumineux, plus ça va agir comme un amplificateur de son, d'accord ? Ça va résonner plus facilement. C'est comme les roues carbone à profil qui sont fabriquées de manière à avoir des profils creux, vont aussi amplifier les bruits de transmission, hein, d'accord ? Ça, on l'entend de manière assez simple. Quand on a tout en carbone ultra light avec des parois fines, on a souvent des vélos beaucoup plus sonores. Les tiges de selle, souvent dans les cas de carbone, voilà, si on va avoir ces craquements, faut pas oublier que la selle et la tige de selle, c'est ce qui prend quasiment le plus de poids, parce que quand on n'est pas en effort de pédalage, c'est quand même ton arrière-train qui te soutient, hein, surtout si on lâche le guidon, on transmet beaucoup de poids là. Donc sur une surface et sur des éléments qui sont pas de grande taille, on peut créer des craquements. Une bonne occasion pour rappeler à tout le monde que vérifiez votre tige de selle dans son logement 2 fois par an minimum, ouais, c'est bien. Et là c'est pareil, on met un peu pas forcément de graisse mais de pâte peut-être, soit de la graisse soit de la pâte en fonction des matériaux en jeu, mais voilà, tous les vélos acier avec une tige alu, corrosion galvanique, bienvenue, attention, voilà, donc nettoyer. J'ai quelques clients qui souffrent de ça actuellement, donc bon, tant qu'ils grandissent pas ou qu'ils rapetissent pas et qu'ils changent pas de selle et qu'ils changent pas de cuissard, tout va bien. Après ça pose un peu plus de soucis, mais ça arrive aussi dans des cadres en carbone, parce que il n'y a pas qu'une question de corrosion galvanique, il y a une question de... Il faut bien imaginer qu'on a des tiges de selle qui font 400 mm aujourd'hui, des sorties de selle qui sont pas immenses, donc souvent on a 20 cm de tube à l'intérieur de son cadre, et on pourrait s'amuser ici à calculer la surface que ça représente, mais c'est une surface non négligeable. Donc quand tout ça va être un gentil mélange de gras ou de pâte avec de l'eau, avec un peu de sable, avec de la poussière, etc., il peut parfois avoir des petits collages bien sympathiques qui sont très très délicats et très ennuyeux, et on peut avoir des signes précurseurs d'un mauvais serrage ou d'un truc qui est en train de se coincer avec des craquements quand on est sur la selle ou quand on se déplace sur la selle. Ça arrive aussi sur les chariots de selle. D'accord ? Les systèmes que vous avez au bout de la tige de selle qui reçoivent la selle en elle-même peuvent être source de grincement aussi, parce qu'ils sont pas serrés au couple, parce que les rails de votre selle sont en train de se détériorer éventuellement. Voilà, je repense encore une fois, attention au carbone. Des fois on a des rails en carbone qui ont des profils particuliers, qui sont pas toujours moulés avec précision. On vient mettre ça dans des morts ou dans des systèmes, il y a 10 types de serrage de selle différents. Ça peut créer du bruit aussi. Voilà. Et tu me fais penser justement quand tu expliquais les sorties de tiges de selle. Moi qui suis actuellement, au moment où on enregistre, en recherche d'un futur cadre de vélo, en fonction de comment sont conçus les cadres aujourd'hui, est-ce qu'il y a une sortie de tige de selle plus ou moins, on va dire, recommandée pour éviter ces craquements, ce genre de choses? Parce qu'il y a certaines marques, tu vois des sorties de tige de selle pour ma taille, disons quand on très impressionnant. Oui, mais quand on voit ta taille, on va. En fait, le truc c'est que la sortie de tige de selle va venir de la géométrie du vélo. Donc un vélo qui est très sloping va avoir une sortie de tige de selle plus importante. Donc ça va dépendre aussi après du matériau. Je pense à Spé notamment, tu vois. Ouais, alors moi je suis sorti quand tu fais. Mais c'est aussi pour une question enfin. Il y a tellement d'ingrédients que ça serait difficile. La géométrie du vélo, ça va être... On peut aller chercher, en réduisant la taille et la hauteur, notamment du triangle arrière, on peut aller chercher de la rigidité de cadre,
de la souplesse dans la tige de selle, d'accord ? Donc en fait tout ça c'est un équilibre qui est vraiment dans les mains du concepteur au début. Moi j'ai tendance à dire que je préfère toujours quand on a une sortie de tige de selle qui est pas limitée mais raisonnable en fait. Ouais, et vous savez, encore une fois, souvent visuellement ça a du sens. Exactement. Il y a une harmonie visuelle. C'est pour ça que ça m'interpelle, tu vois. Moi quand je vois certaines images... Il y a des gens me regardent avec des grands yeux quand je dis ça, mais en général quelque chose qui vous paraît harmonieux à l'œil, mécaniquement, ne doit pas présenter de défis ou de problématiques. Quelque chose où vous avez un déséquilibre, alors qu'on peut percevoir en fonction de sa sensibilité, hein, mais ou pas, mais on se dit ah là il y a un petit point de vigilance ou voilà. Mais ouais, je suis en phase. C'était la petite parenthèse. Quels sont dans ce thème toujours hein, de bien écouter votre vélo et de reconnaître les signes, est-ce qu'il y a d'autres signes qui sera surveillés selon toi, en plus ou en complément de ceux qu'on vient d'évoquer? Tout ce qui est histoire de jeu, donc les jeux, les serrages, souvent vont être identifiables d'un point de vue sonore par des claquements. Clac, 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 clac. D'accord ? Vous avez une précontrainte de pédalier qui est plus bonne, donc votre pédalier va pouvoir avoir un mouvement axial dans son boîtier de pédalier. Souvent vous allez entendre taper une manivelle ou l'autre d'un côté ou de l'autre, ça clac 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 clac. Un jeu de direction qui est plus précontraint de la bonne façon aussi, au serrage vous allez entendre clac clac à l'avancée, d'accord ? Donc les petits clac clac c'est souvent un jeu, donc il faut le réparer tout de suite. Pareil, il y a des gens qui vont avoir au démarrage, quand ils vont pousser la pédale, ils vont entendre aussi un clac qui n'est pas un clac de chaîne mais qui est un clac de la cassette qui n'est pas serré sur son corps de roue libre par exemple. D'une roue qui est pas serrée aussi, donc attention, maintenant les roues on a les axes traversants etc, mais moi il m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui me disent ah, ça freine pas bien, et l'axe de roue il était mais vraiment desserré, tu sais, les montages, remontages, je trimballe mon vélo. En fait, avant, à l'ancienne, si on prenait nos vieux BMX, on avait, tu sais, les écrous avec les pattes qui remontaient, on avait des bacs de sécurité, ça n'existe plus maintenant, donc attention, hein, voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'axe finit de se dévisser, il sort, vous êtes fichu, il n'y a plus de sécurité, donc tout ce qui est claquement, souvent, c'est des problèmes de mise en jeu et de jeu, ça c'est quelque chose qu'il faut bien regarder. Toujours, on ne peut pas faire un épisode sans parler de pneus ici, tu sais bien, donc un bruit cyclique, plac, 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 ça peut être une déformation de pneu, un objet pris dans un pneu, voilà, ça fait des bruits assez significatifs, on les entend. Ouais, ou un pneu qui n'est pas claqué, tu sais, avec le... Ouais, alors le pneu pas claqué, ça normalement c'est un contrôle visuel vraiment en montage. Voilà, si ça arrive pendant qu'on roule, c'est plus le son, c'est l'affaissement du pneu, hein, voilà, ou un... une crevaison aussi, on peut aujourd'hui avec les joies du tubeless, une crevaison on peut l'entendre même si elle va être réparée, elle va provoquer certainement une baisse de pression qu'il va falloir compenser, donc quand vous entendez le pfft, ou que vous avez l'arrière du cuissard qui est repeint joliment avec un truc collant, voilà, donc non le son sur le roulement c'est très facile, on tourne pas des roues, elles tournent pas à des vitesses super élevées, mais on entend ces bruits là, c'est manifeste, donc ceux-là sur les pneus, voilà, ils peuvent en roulant être signe d'un danger, qu'on est en danger parce que on a un truc qui est en train de se dégonfler, ou on a une hernie qui peut menacer d'exploser. Alors les hernies ça arrive moins aujourd'hui, il y a des hernies d'un autre type qu'avant, c'est qu'on peut avoir des fois des carcasses qui se détachent des bandes de roulement. Ça arrive sur certains pneus parce que il y a soit de l'agression chimique avec des préventifs qui sont pas adaptés, et des fois on a des problématiques de chaleur, vous savez, les vélos sur les portes-vélos avec des pots d'échappement pas loin, etc. On crée des fois des délaminations en fait de la chape, de la bande de roulement d'un pneu et de sa carcasse, et en fait le liquide tubeless et l'air va venir faire une hernie. Donc là c'est des pneus achetés à la poubelle, hein, ça arrive, ça peut être des défauts de fabrication, mais ceux-là ils arrivent dans les 50 premiers kilomètres si c'est un défaut de fabrication. Souvent ou alors des gens qui vont faire énormément de dérapages, ils peuvent par temps chaud avec des dérapages longs, s'ils sont lourds, etc., à la puissance des freins à disque, créer une augmentation de température très localisée sur un pneu et créer des décollements de chape et avoir ces hernies qui apparaissent. Voilà, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant mais qu'on peut voir maintenant. Je vais préciser, avec la chaleur, il y a des bruits qui peuvent apparaître que tu n'entendras pas sur une température évidemment, les matériaux, quand on veut avec une population de vélos de plus en plus en carbone, de plus en plus noire, et de l'absorption de chaleur que ça représente, voilà, on a des matériaux qui sont soumis parfois à des variations dimensionnelles dues à la chaleur. Le carbone, c'est pas le matériau
plus sensible en termes de variation dimensionnelle, mais on n'a jamais un vélo avec monomatériaux, donc on a des fois des cohabitations qui peuvent générer des bruits qui n'arrivent que par temps très froid ou par temps très chaud. Clairement. Un grand merci JP pour tous ces points, hein. Donc même si certaines auditrices ou certains auditeurs qui nous écoutent vous parlent avec votre vélo, l'écouter c'est encore mieux. Donc on vous encourage à rester vigilant et à écouter justement les signaux sur votre vélo pour assurer une mécanique en pleine forme. Un grand merci JP pour tous ces bons conseils. Merci Arnaud. Et puis à très bientôt pour un nouvel épisode sur le podcast Dans la tête d'un cycliste.